Ravi de vous retrouver dans notre salon. Je vous fais rapidement le programme de ce nouvel épisode de Match après match. On parlera des déplacements de Sion et de Lausanne à Bâle et à Saint-Gall. On parlera aussi de la semaine folle du PSG qui a réussi à renverser Manchester City mercredi dernier, mais qui a une nouvelle finale à jouer en se déplaçant à Stuttgart mercredi prochain. 18 matchs en une seule et même soirée. Ce sera sur Blue Sport, évidemment, ça c'est pour mercredi. Mais tout de suite, on va faire le débrief d'Yverdon, Servette, la Dream Team autour de la table. Il y a Vincent Rigolet, il y a Jérémy Manière, il y a aussi William Lepogam, le capitaine d'Yverdon Sport. Salut les gars. Salut William, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. Une première question, 24 heures après ce 0-0, triste 0-0, on peut le dire, en tout cas depuis les tribunes. Est-ce que c'est un bon point pour Yverdon ? Oui, bien sûr, c'est un bon point. Hein. De toute façon, on a besoin de faire des points, donc tout ce qu'il y a à prendre, on va essayer de le prendre. Et je pense qu'il faut continuer sur cette voie. On avait fait un bon match à Zurich, où on s'était créé pas mal d'occasions. Malheureusement, on n'a pas réussi à ramener quelque chose. Là, on a réussi à le faire à la maison et on a un gros match qui nous attend face à un concurrent direct ce week-end. Donc, à nous de rester sur cette voie. Ouais, ce sera contre Winterthur, match très très important. Vous avez dit tellement de choses qu'on va essayer de sortir un petit peu les différentes thématiques des tiroirs. C'est vrai, vous avez failli vous faire avoir un peu comme à Zurich au Letzigrund la semaine dernière, parce qu'on joue le 0-0, Jérémy. Et puis à la fin, la semaine dernière, ça fait 1-0 pour Zurich. Hier soir, il y a eu ces deux dernières occasions pour Servette. Ça a failli faire pareil. Oui, ça a failli, mais je crois que ça fait partie aussi de la réussite que Yverdon doit avoir dans sa mission maintien. Et moi, j'ai été globalement assez rassuré par Yverdon sur ces deux matchs, malgré le mauvais résultat à Getse, parce qu'on a vu des belles choses, comme a dit William. Ils auraient pu marquer en étant un peu plus efficaces. Et puis là, globalement, même s'il y a les deux grosses occasions de Servette en fin de match, avec ce bel arrêt de Bernardoni qu'on voit à l'instant, un point contre ce grand Servette-là. Alors, pas qu'ils aient été très forts, mais un cadeau de notre championnat. C'est globalement positif pour les Nord-Vaudois pour entamer l'année 2025. Et tu dis mission survie, et ça, c'est un sentiment qui est peut-être nouveau depuis la pause. C'est qu'avant, ok, on se disait, faut se méfier, Yverdon, ok, ils ont fait des points, mais derrière, ça peut revenir, ça va revenir. Et là, on commence vraiment à saisir l'urgence du truc, il faut être solide, il faut blinder, et potentiellement, et c'est un peu le cas hier, alors oui, ça va être à des occasions en fin de match, tu as aussi Tazar qui a une occasion, et tu te dis, peut-être qu'on en met une, et puis on prend 3 points, et si on prend un point, c'est un bon point. Parce que chaque match pour Yverdon, maintenant, ça va être des points à prendre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, d'ailleurs, vous pouvez évidemment réagir à ce qu'on dit, hein, on est en live sur notre page YouTube, on retrouve un peu le même souci. Tu as cette occasion pour Tazar, c'est à peu près tout, quoi. Mais tu peux pas t'assurer dans un match de blinder à 100%, puis que jamais il y a de risque, et puis tu peux pas non plus avoir 50 cases de l'autre côté. Ça va être 1-2 de temps en temps. Mais quoi. William, devant, Jérémy aussi peut-être, hein, les deux, vous pouvez me donner votre avis. Devant, ça reste un peu léger. Il y a toujours cette absence de Kevin Carlos devant, ce mec qui était capable d'aller te marquer des buts un peu entre guillemets tout seul, qui savait te faire monter le bloc. Là, il manque ça, peu importe l'entraîneur. Bien sûr, après, sur le match de hier, clairement, après, je pense que c'était des deux côtés. Il n'y a pas eu tellement d'occasions, il y a eu beaucoup de duels. Ça a été un match assez dur entre les deux équipes. C'était beau à voir, hein, franchement. Que à Zurich, par contre, Zurich, devant les joueurs offensifs, ils ont pu se créer des occasions. Ils ont eu les occasions. Après, voilà, moi, personnellement, si je prends l'exemple du match de Zurich, qui se crée ces occasions, je suis content. Ça veut dire qu'on arrive au moins à se créer ça. Maintenant, il faut les mettre. Mais c'est vrai que le match de hier, certes, on n'en a pas eu beaucoup, mais ça va venir. J'ai confiance. Notre attaquant, en plus, si je prends l'exemple de Hugo Comano, il travaille beaucoup, il fait les efforts. C'est quelqu'un qui calcule pas trop. Peut-être il manque des fois un peu de lucidité dans le dernier geste, mais je pense qu'aussi avec l'enchaînement des matchs, la confiance, etc., ça va venir. Oui, il y a un attaquant qui va arriver en début de semaine. On ne sait pas encore son nom, on ne sait pas le profil, mais il y a un attaquant qui va arriver. Peut-être tu le sais, tu ne veux pas dire. Tu promets que je ne le sais pas. Les réseaux sociaux, je ne le sais pas, ça m'a été dit par le club. Soyez juste prêts, la story de Dani Romano, lundi matin à 11h. Petite flèche, rond vert, rond blanc. Exactement. Voilà. On connaît. Ce sera, on imagine un profil un peu à la Kevin Carlos. En fait, c'est ce qu'il faudrait.
Alors, il y a plein de profils d'attaquants capables de marquer des buts. Je crois que peu importe le profil, il faut un mec qui plante de toute façon. Exactement, ouais. Parce qu'on a vu des qualités chez Entelo, on a vu des qualités chez Komano. Il y a des ailiers comme Marley Ake et puis Tazar qui revient de blessure qui me plaisent, moi, qui sont créatifs, qui sont percutants. Mais il faut juste un finisseur. Et peu importe s'il fait 1m70, 1m90, qu'il est costaud ou bien qu'il soit longiligne, il faut juste un mec qui conclut pour donner un petit peu d'air à Yverdon puis faire fructifier le travail qui a lieu avant. Oui, exact. Soit tu pars avec 2 attaquants, ou alors tu te décides à mettre plus de poids devant, soit tu dois accepter que c'est un rôle ingrat, que le gars il va se retrouver peut-être à 60 mètres de son but, à devoir faire des énormes efforts, et puis après d'avoir la lucidité de faire le bon geste, ça demande aussi d'adaptation et puis un peu de réussite que peut-être Komano n'a pas forcément eu ces derniers temps. Ouais, il y a Fabio Di Carlo-Antonio qui est là pratiquement tous les dimanches. Faudra l'inviter, le frangin d'ailleurs. aussi d'ailleurs. Je crois qu'on va les inviter. Il y a Sapin 2000 qui nous manque un petit peu, on en parle aujourd'hui, il n'est plus là souvent. Et sa question, elle est très intéressante. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a souvent abordé ici, et on profite de votre venue pour ça. La défense à 4, on a toujours dit, on a toujours pensé que Yverdon avait un effectif pour jouer à 4 derrière. Bah vous, en tant que joueur, est-ce que vous sentez mieux dans ce type de défense-là? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est clairement une équipe qui doit jouer à 4, mais ça depuis le début de saison, hein. Sans parler de l'aspect défensif, même offensivement, pour procurer des occasions, pour créer quelque chose. Enfin, moi, j'ai toujours grandi avec des ailiers, à l'époque un numéro 10, un 9, mais c'est vrai que pour nous, c'est important, pour être dangereux offensivement, d'avoir des ailiers, d'avoir un attaquant que ça percute, qui ait de la créativité. Donc la défense à 4, oui, bien sûr, on est très content, et je trouve qu'on a montré sur ces 2 premiers matchs de cette nouvelle année qu'on peut être solide aussi. Après, comme l'a bien dit Jérém, hein, forcément on va concéder dans un match. On n'est pas non plus, on joue pas non plus pour fermer. Certes, on subit un peu plus que les autres équipes parce qu'on a un peu moins le ballon. Mais je trouve qu'on est sur une bonne voie. On est sur une bonne voie. Et comme je l'ai dit, si tu défends bien, après tu attaques bien. Donc je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux. Ce que j'ai bien aimé dans la défense à 4, et c'était le cas, pardon, surtout à Zurich, quel match que j'ai commenté, c'est le fait que c'était hyper complémentaire. Entre vous et Rodriguez, le travail entre Sautier et Ake, en fait, il y avait des doublements et offensifs et def, parce que de temps en temps, ces joueurs-là, ils ont un peu plus de peine à être impliqués. Je pense que le coach, il a bien mis les choses au clair là-dessus. Ça suivait, ça permutait, et derrière, au cas où, les 2 centraux coupaient. Donc vraiment, ça, c'est une évolution que j'ai vraiment vue par rapport à la défense à 3 que vous aviez avant. Et t'as jamais, par exemple, hier soir, tes 2 mecs qui vont partir en même temps. Il y avait toujours d'un côté, soit à droite, celui à gauche qui couvre, et le contraire. Et ça, moi, des fois, on échange après les matchs. On avait l'impression que quelquefois, vous ne compreniez pas vraiment ce que vous deviez faire dans des postes qui n'étaient pas forcément naturellement les vôtres. Pas seulement le vôtre. Ouais. Pourtant, moi, la défense à 3, avec les qualités de William, piston gauche, pour moi, c'est parfaitement adapté à ses qualités. Pour moi. Ouais, c'est un cheval. Après, comme l'a dit Dany, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait, on va dire, c'est pas ce qui fait notre forme, mais ce qui est plus facile, c'est que c'est très clair. On sait ce que veut le coach, on sait ce qu'il demande, offensivement, défensivement, c'est très simple. Mais au moins, c'est clair pour tout le monde. Et il y a moins d'hésitation, il y a moins ce truc où en fait, on se relaye les joueurs, où on est toujours entre deux. C'est souvent toi et ton gars. Et après, tactiquement, on travaille... Moi, je le rejoins par rapport à ça. C'est un petit peu ce qui me déplaisait des fois, c'est que l'animation à 3 ou à 5, selon comment, c'était presque parfois trop ambitieux avec la qualité des joueurs, sachant que 3-4-3, 3-5-2, 3-4-2-1, c'est des systèmes, des animations défensives ou offensives qui, tactiquement, sont plus compliquées à assimiler. Ça rajoute de la difficulté pour un club et des joueurs qui, individuellement, étaient déjà en difficulté. Donc, ce n'était pas forcément le choix le plus facile à l'époque fait par Alessandro Mangiarazzi. Avec pas mal de pièces rapportées et des fois aussi des cultures de football différentes, et ça demande aussi un apprentissage. Mais je veux juste rappeler rapidement, c'est une mini parenthèse, mais j'aime pas du tout le procès qui a été fait à Alessandro Mangiarazzi par certains supporters, je dis pas tous, mais les banderoles, les trucs. Au bout d'un moment, il essaie de faire son métier le mieux possible. Peut-être que le message y passait plus dans le vestiaire, mais c'est pas non plus une raison pour attaquer les gens au niveau personnel. Voilà, je vais juste le placer. C'est placé. Ouais, si jamais ils sont prêts à venir, hein, les frangins, ils attendent la date. On va voir ça. On vous invitera à suivre une émission. On fait ça. Vous venez ici en coulisses et puis on. On ne peut plus poser des questions. Voilà. Il faudra prendre le téléphone pour poser vos questions. William, A4 derrière. Pourquoi hier soir, j'irais
Dans les deux fins de mi-temps, vous avez reculé. Presque même plus en fin de rencontre. C'est dû à quoi? C'était de la fatigue? Ou est-ce que c'était justement cette volonté de ramener ce point, de garder ce point-là? Non, je pense aussi que Servette a été meilleur en deuxième mi-temps. On voit qu'ils ont été un peu plus offensifs à l'image de leurs latéraux. En première mi-temps, je crois que Mazikou et Tsunemoto, ils ne se sont pas trop projetés. En deuxième mi-temps, on voit sur l'une des dernières occasions, c'est Mazikou qui frappe au but. Donc ouais, ils en ont mis un peu plus. Donc forcément, nous, on a un peu plus défendu. Après, c'est vrai qu'il y a un peu le facteur fatigue. Ouais, ils ont des armes. Hein. Et puis la crainte de perdre le point, peut-être. Aussi, ouais, aussi. Forcément, on n'est pas une équipe qui a fait beaucoup de points ces derniers temps. Donc on voulait absolument faire un résultat. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très content de l'avoir fait. Même si ça reste un match nul, même si ça reste à la maison, je trouve qu'il ne faut pas négliger. Comme l'a dit Jérém, ça reste une des très belles équipes du championnat. Donc voilà, c'est positif. Alors, je pose 3 questions de téléspectateurs. Vous restez sur 9 matchs sans victoire. Plusieurs fans d'Yverdon vous demandent quand est-ce que vous allez gagner et allez-vous vous sauver? Bien sûr, moi j'y crois. Hein, j'y crois. Hein. Ça serait fou de dire que à ce moment-là de la saison, on a déjà baissé les bras. Non, faut y croire, surtout qu'on n'est pas dernier. Donc non, après, faut savoir que nous, on joue les matchs pour les gagner. À aucun moment, on rentre et on se dit, bon les gars, aujourd'hui, tranquille, on se la coule douce. Non, tous les matchs, on veut les gagner, que ça soit chez nous, ou à Bâle, ou à IB, même si chez certains, c'est un peu plus compliqué. Mais non, on a l'ambition de gagner des matchs, de faire des résultats. Il y a Loïc qui est très content parce qu'il a revu des sourires, les sourires des joueurs à la fin de la rencontre. Ça donne envie de revenir. Et puis il y a une question, ça un peu en lien avec ce que disait Vincent tout à l'heure sur ces différentes cultures. Je la trouve très intéressante cette question. Comment vous gérez, en tant que capitaine, toutes ces cultures différentes? Vous avez des gens qui viennent d'Amérique du Sud, d'Italie, de France, de Norvège. Comment vous gérez ça? Et quelle langue parlez-vous dans le vestiaire? Ça, c'est Vincent qui dit. Moi, j'ai la chance, j'ai un petit côté espagnol. Allez. Vous parlez ouais, ça va, c'est quoi? C'est l'espagnol de vacances ou... Non, ça va. Le vrai espagnol. Je me débrouille pas mal, Non, mais... Non, t'es pas d'accord? Ça va, quoi. La cerveza, por favor. Ça se limite à ça, on le connaît, de toute façon. Non, mais en soi, j'ai progressé en anglais. En fait, j'ai dû m'adapter aussi pour pouvoir communiquer avec mes coéquipiers. Surtout, notre première la saison passée, notre première saison en Super League, où il y avait un peu de tout. Hein. Que ce soit Igor qui venait du Brésil, les Algériens, c'est plus ou moins francophone. Il y avait Niklas Gunnarsson qui arrivait de Norvège. Mais pour parler de cette saison, ils ont recruté pas mal de francophones, donc c'est assez simple. Et après, non, on mélange un peu tout. Les Portugais, ça mixe un peu avec l'espagnol, l'italien. Et forcément, après les autres pays, on le fait en anglais. Et le coach, il vous parle quelle langue? Parce que nous, il parle italien maintenant. Italien ou anglais, ouais. Okay, et il fait des efforts en français. Ouais. Il est pas si mauvais en français. Ouais, on l'a vu d'ailleurs. Il s'est présenté comme ça sur les réseaux sociaux du club. Il se débrouille pas si mal en français. Il a des bons restes. Dans 3 semaines, je pense qu'il est fluent. Ouais. Niveau C2, Paolo Tramezzani. On passe au Servette FC. Je vous propose de découvrir dans un premier temps la réaction de Timothée Cogna à la fin de la rencontre et puis on en parle après. Je pense qu'on a manqué de réussite. Voilà, on a les occasions pour marquer, on le fait pas. Après, première mi-temps, ouais, c'était compliqué, c'est sûr. Après, ils ont pas essayé de jouer. Ils avaient un plan de jeu qui était aller vite dans notre camp, jouer les deuxièmes ballons et jouer les duels. Ça nous a un peu posé problème dans les 20-30 premières minutes. Après, on a su commencer à poser le jeu et à jouer. Et voilà, ça leur a posé plus de problèmes en jouant qu'en essayant de rentrer dans leur jeu. En première période, on vous a senti un petit peu avec le frein à main à attendre de voir ce qu'Yverdon avait préparé. C'était le plan de jeu de votre coach? Non, je pense pas qu'on a voulu attendre. C'est juste que voilà, ils nous ont posé un peu des problèmes au départ sur des longs ballons où ils étaient très forts dans les duels. Et voilà, après, je pense qu'on a un peu reculé parce qu'on ne voulait pas justement prendre ces genres de longs ballons et pas être au deuxième ballon pour éviter des actions dangereuses de leur part. Voilà, après, comme j'ai dit, on a su poser le jeu et à ce moment-là, on a pu tourner le match à notre faveur. Bon, en attendant, ça fait que la dernière victoire de Servette remonte contre Lugano début décembre. Pas besoin de vous le répéter. Ça fait qu'une victoire en 8 matchs. Psychologiquement, est-ce qu'il y a un doute qui commence à s'installer? Non, pas un doute. Et c'est vrai que il nous manque des victoires parce que je pense que malgré
malgré ces non-victoires, on fait du bon jeu, on est souvent dominant dans ces matchs. Voilà, comme on l'a dit avant, il y a ce manque de réussite qui nous pêche un peu sur ce genre de match où on doit remporter ce match. Après, voilà, on garde pas forcément de doute, mais oui, c'est sûr que ça commence à être frustrant parce que tu fais des bons matchs, mais tu n'arrives pas à gagner. Bon, ça joue à des détails, alors les ajustements pour la suite, c'est quoi? Non, ouais, c'est vrai que ça joue à des détails. Si je le savais, je l'aurais déjà fait et changé ça. Après, voilà, il faut juste cette première victoire et derrière, ça va s'enchaîner. Une seule victoire en 9 matchs de championnat pour le Servette FC. Est-ce qu'on s'habitue à ne pas gagner des matchs comme on s'habitue à en gagner? Est-ce qu'on peut rentrer dans ce genre d'habitude-là, quelque part dans la tête des joueurs? On s'habitue plus facilement à en gagner qu'à ne pas en gagner forcément parce que, comme le dit Timothée Cogna, c'est des compétiteurs et je pense que le Servette FC aspire à beaucoup mieux cette saison et je suis un petit peu déçu de ce bilan un petit peu famélique depuis décembre, d'autant plus qu'ils n'ont qu'une seule compétition à jouer. Et au contraire de Lugano par exemple qui est sur 3 tableaux et d'autres clubs qui sont sur plusieurs tableaux. Alors même que j'ai l'impression que l'effectif est vraiment de qualité pour vraiment, après 3-4 saisons à jouer le très haut du tableau, peut-être pourquoi pas jouer vraiment réellement le titre cette année. Et ça montre encore une fois peut-être que Servette est beaucoup trop dépendant d'un Derek Coutessa qui a été en feu durant cet automne. Et s'il n'y a plus, Et justement, s'il rentre un petit peu dans le rang, on voit qu'il n'y a pas grand monde pour prendre le relais en termes statistiques en tout cas. T'es inquiet, Vincent, par exemple, pas inquiet, je veux dire, on va pas dire parler de... Inquiet, non. Moi, alors, s'il y a un point d'inquiétude, c'est que, tu l'as dit, Servette, ils n'ont plus qu'une compétition et qu'à chaque match, c'est quasiment l'équipe type. En tout cas, hier, pour moi, sur le papier, on peut discuter de Magnin en 6, mais dans l'idée, c'est un peu l'équipe type. Et la fluidité du jeu, elle n'était pas là. Alors oui, ok, Yverdon, vous leur avez posé beaucoup de problèmes, mais je trouve qu'il y a un manque de... Je sais pas comment l'expliquer, un manque de feu un peu. Ouais. Et ça me fait un peu penser à la perte de rythme du FC Zurich, qui ressemble beaucoup à ça en termes de résultats. C'est-à-dire parti très Zurich fort, était leader il y a pas si longtemps. Jouer le podium, etc. Puis peu à peu, à force de ne pas gagner, tu tombes dans ce classement. Tu tombes pas très vite, parce que les équipes se précipitent pas pour gagner les matchs. Mais pourtant, William l'a dit, toutes les équipes, je pense, elles rentrent sur le terrain pour gagner. Mais voilà, ça marche pas comme ça. Prochain match, c'est la réception de Getse, qui a encore réussi à prendre un point hier contre IB, qui n'a jamais perdu le moindre match depuis l'arrivée de Thomas Oral. A priori, c'est un adversaire, je vais y arriver, abordable, mais ça l'était pour qui est le plus en forme, ça n'a rien donné. Qui est le plus en forme entre Servette et Getse? Getse, pas le papier, mais aujourd'hui, quand tu vois les deux équipes? Getse n'est pas formidable non plus. Le match hier, il ressemblait beaucoup, les deux matchs d'ailleurs. Les 2-0-0 d'hier, qui se sont joués en même temps, Getse IB. C'était un beau samedi de Super League. Après, il y a eu un peu plus de buts. Mais je ne sais pas si on peut dire que Getse est vraiment en forme. Par contre, oui, je pense que Thomas Oral a beaucoup calmé les esprits dans ce club. Et c'est difficile parce que au niveau de la direction, c'est pas toujours très clair ce qui est en train de se passer. Getse fait exactement vers quoi Yverdon doit se diriger en fait. Ouais. Pas être beau, mais être efficace et faire des points en fait. Si on revient à Servette, il y a eu 2 arrivées en prêt. Il y a eu l'arrivée de Joseph Nongué au milieu. Il a 19 ans, il arrive en prêt de la Juventus. Une petite pépite, je peux vous le garantir. Et puis il y a Aliou Ndoye, qui lui est un attaquant. Il a 23 ans, c'est aussi un prêt, 2e meilleur buteur du championnat de Lettonie en 2024. Je vous donne juste les chiffres, 22 buts en 32 matchs, on ne va pas se mentir, on ne le connaît pas. Mais même si on parle du championnat letton, les chiffres sont plutôt intéressants. Le championnat de Lettonie qui prête son attaquant, donc qui a des bonnes stats apparemment. Voilà. Alors pourquoi il le prête? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce que vraiment c'est le neuf qu'il faut à Servette? Je pense qu'il faut un attaquant à Servette, vraiment. Et tout le monde le dit depuis des mois. Donc, Depuis le départ de Chris Bedia, il y a 1 an, à Union Berlin, ça ne fait pas forcément les affaires de Jérémy Guimeno, ça? Non. Et Jérémy Guimeno qui n'a jamais vraiment bénéficié de la confiance de René Weiler déjà. Et c'est exactement la même chose avec Thomas Eberli. Malgré le fait qu'il fasse des efforts, malgré le fait qu'il ait forcément à cœur de réussir dans son club formateur. Et c'est vrai que moi, je suis quand même très étonné de son traitement depuis son retour au Servette FC. Ouais, on en a parlé avec Jérémy Guimeno, on est allé le voir chez lui. On a évoqué ce moment délicat avec lui, on l'écoute. Faire des semaines longues où on s'entraîne toute la semaine et arriver le week-end où on ne rentre pas une minute, c'est vrai que quand je rentre à la maison, il m'est arrivé de casser des choses, c'est évident. Je n'ai pas une explication du pourquoi je suis dans cette situation-là. J'ai essayé de la chercher, c'est pas évident.
Il y a des moments qui ne sont pas faciles et dans le milieu du foot, c'est souvent il y a des moments qui ne sont pas faciles. Et voilà, il faut faire avec et essayer de garder le sourire. Cette année, il y a peu d'objectifs qui ont été atteints. Je compte y remédier ces derniers mois, pour ces 3-4 derniers mois. Donc on va travailler dur et on va se retrouver vite sur le terrain après ma célébration. L'intégralité de cette interview de 30 minutes est à retrouver sur notre page YouTube et sur Blue Zoom. Évidemment, question pour William, quand on est défenseur et qu'on a un attaquant qui n'est pas en confiance dans un duel ou c'est ton vis-à-vis pendant un match, on sent qu'on peut prendre plus vite l'ascendant sur un attaquant qui n'est pas en confiance, par exemple? C'est compliqué déjà de savoir s'il l'est ou il l'est pas, à part si on se fie un peu au match précédent, etc. Mais souvent, on va avoir un traitement on va être un peu plus agressif parce qu'on sait très bien qu'il y a plus de chances qu'il baisse les bras ou qu'il oublie des choses. Même si on doit être avec, typiquement, Mitja Stevanovic hier, j'étais obligé de... Pourtant, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, mais pas de cadeau parce que c'est des joueurs, si tu leur donnes un brin de confiance, ils te changent un match, hein, c'est des super joueurs. Mais je pense qu'on essaie de traiter plus ou moins de la même façon tous les joueurs offensifs en essayant de leur réduire l'espace, en étant dur dans les duels, quitte à être un peu vicieux, etc., de jouer avec ça. Typiquement, si on prend l'exemple du match de hier, on sait très bien que Crivelli n'aime pas trop non plus qu'on le titille. Donc ouais, mais ça fait partie du jeu. On sait que c'est un métier, c'est pas facile, hein, surtout contre des joueurs de ce niveau-là. Mais non, pour moi, c'est le même traitement pour tout le monde. Vous aimez beaucoup Stevanovic. D'ailleurs, on a une compile de toutes vos interventions. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça aurait été chouette, ça. Mais Jérémy, si tu te retrouves aujourd'hui en face, on a parlé de Crivelli, on peut parler de Kutesa. C'est peut-être plus difficile de te retrouver en face de ces gars-là aujourd'hui, qui sont en pleine bourre. Hein. Kutesa, meilleur buteur de Super League, il a été nommé à la SFL Night et tout ça, qu'un joueur, un attaquant qui est moins en confiance, qui a que des miettes pour le moment. Complètement, non, mais complètement. Moi, globalement, je regardais toujours un petit peu les derniers matchs de mes adversaires directs, ou alors les highlights si c'était possible, ou les et leurs années de naissance. Leurs années de naissance aussi. Blague à part, c'est vrai que je m'informais quand même toujours un petit peu au minimum pour savoir dans quel... de savoir si j'allais affronter un attaquant en pleine bourre ou au contraire un mec qui est dans le dur. Mais je rejoins William. Globalement, on rentre sur le terrain pour avoir la meilleure performance possible. Et le fait que l'attaquant soit en confiance ou pas, ça ne doit pas globalement changer notre prestation. Mais il peut y avoir des petits moments dans le match où on voit un langage corporel qui est défaillant, etc. Et ça peut nourrir un petit peu justement notre confiance à nous pour prendre le dessus. Et c'est vrai qu'il faut l'observer. Allez, on referme la page Yverdon-Servette. Yverdon a eu énormément de chance hier soir pour une raison, c'est que dans l'autre rencontre, celle du soir entre Winterthur et Lugano à la Schützenwiese, Winterthur menait 2-0 à la pause. Le match s'est terminé sur le score de 3-2 avec un but dans le temps additionnel pour les Tessinois. On se refait le film de ce match dans les conditions du direct avec Nicolas Ménècre. La tentative et l'ouverture du score pour Winterthur. Le 1-0, il est là à la 7e minute. Ce n'est plus 1-0, c'est 2-0. Doublé pour Antoine Baron dans la première mi-temps de cette rencontre. Le débordement de Zanotti qui sait faire des ravages, mais sa passe en retrait n'est pas idéale. La frappe quand même. La réduction du score, signé Gimignani qui relance peut-être cette rencontre à la 52e. Venu de nulle part, ce but de Santos, le soutien de Valenzuela, le 102e poteau, Gimignani de partout, le doublé après celui de Baron, signé Yanis Gimignani, la volée parfaite et Lugano égalise 10 minutes après avoir réduit le score avec ce coup franc de la 93e, premier poteau. 3-2 pour Lugano, le leader en passe de s'imposer, une rareté dans ce championnat. Et le premier but en Suisse de Georgios Koutsias.
Il faudra se souvenir de ce match au terme de la saison, autant pour Lugano qui joue le titre, soyons francs, que pour Winterthur qui essaye de se sauver. Il faudra s'en souvenir. On est d'accord. Franchement, enfin un leader qui gagne. Et on pensait encore une fois que le leader allait perdre un match où il pouvait prendre un peu de distance. Et non, cette fois, Lugano a gagné. Mais c'était un sacré scénario, ce match, quoi. Et puis surtout, dans une saison, il y a des moments marquants, il y a des moments fondateurs. Et ça, je ne dis pas que ça va être le moment qui va faire que Lugano va aller au bout. Mais commencer une saison à l'extérieur comme ça, en gagnant la dernière minute, c'est le meilleur moyen de se mettre dans une série positive. Ouais. Prochain adversaire, Winterthur. Il y a du lourd en face. Ce sera vraiment un match à ne manquer sous aucun prétexte pour vous, pour eux, pour le public. On imagine que vous attendez beaucoup de supporters. Ouais, totalement. On sait que c'est un match important. On doit faire des points contre les concurrents directs. Eux, ils en font partie. Comme je l'ai dit, après aller faire des points à IB, à Lausanne, bien sûr, c'est bien, mais c'est du bonus. Mais c'est vrai que ces matchs-là sont très importants parce que peut-être à la fin du championnat, ces points-là vaudront cher. Donc à nous d'être bons, de répondre présent. Et comme je l'ai dit en début d'émission, de continuer sur cette voie-là. Et j'espère vraiment que vos supporters, pour vous, vont venir parce que c'est pas très sexy, Winterthur. Mais c'est peut-être le match où vous avez le plus besoin du 12e. Moi, j'adore ça, la chute de Sunville. Ah non, moi j'adore Winterthur. Je me disais. La réception de Winterthur, c'est pas l'affiche la plus vendeuse. Non, ça, par contre, Yverdon aura besoin de soutien. Ouais, Chris Lausanne, d'accord, cette défaite va faire des dégâts à Vinti pour la fin de la saison. On verra. Je vous pose 2 questions flash comme ça, William. Une question, comment pouvez-vous préférer les riz aux pâtes? Quelqu'un qui vous connaît bien, a priori. Ah bon? Non, mais c'est une question d'habitude, j'aime bien. Vous savez de qui elle vient, cette question? Non, je ne sais pas du tout. Hein? C'est pour ça que je l'ai regardé. C'est le grand débat de l'époque du slow, ça. C'est pour ça que je l'ai regardé. C'est vrai. La paella, c'est le côté espagnol. C'est pour ça. Exactement. C'est surélevé, en fait. Avec qui avez-vous pris le plus de plaisir sur le côté gauche? Et là, attention à la réponse, ça pourrait froisser certaines personnes. Oh là là. En tout cas, pas Steven Lang, ça c'est sûr. La question vient évidemment de Steven Lang. Allez les gars, vous savez quoi? C'est l'heure de la récré. Oui, parce que William n'est pas venu les mains vides. D'abord, il est venu avec un maillot d'Yverdon Sport signé. Il sera mis au concours demain sur notre page Instagram. Donc, dès demain matin, allez faire un tour sur notre page Instagram. Maillot signé de William Le Pogam avec une petite question pour le remporter. Très beau maillot. Hein. Très beau maillot. C'est le maillot noir. Il est très beau. Il est déjà signé. Il est prêt à vous être envoyé. Et puis, pour le reste, William, il est venu avec un petit quiz qu'on a préparé ensemble, évidemment. Vincent et Jérémy vont jouer l'un contre l'autre. Vincent, je joue contre Jérémy. Après, c'est de la triche. On s'est côtoyés en plus. Je vais te dire un truc. Puisque Jérémy est de base meilleur à ce genre de petit jeu et qu'il a joué avec William et qu'il connaît bien William, tu vas être avantagé parce que tu as évidemment plus de questions et normalement tes questions sont plus simples. Ok. Vous savez que William Le Pogam a joué avec des joueurs très importants, des grands joueurs tout au long de sa carrière. Et le but, c'est que je vous donne à chaque fois 3 noms. Et vous me dites à chaque fois lequel est le joueur avec qui William Le Pogam a joué. On commence avec Vincent Rigolet. Il y a déjà eu plein d'indices depuis le début de cette émission. Allons-y. Avec qui William Le Pogam a-t-il joué? Jérémy Guimeno, Jérémy Doku, Jérémy Manière. C'est chaud. Jérémy Manière. Joli Vincent, bravo, tu marques un point entre 2019 et 2020. Il n'est pas alambiqué votre quiz, c'est nickel. Sacré pied gauche d'ailleurs, Jérémy. Merci. Voilà, on est vrai reconnaisse vrai. Entre 2019 et 2020 au slow avec Andrea Binotto. Sur le bon, moi j'ai une question là, à ce sujet. Vite, on fait une petite parenthèse. Vous aviez Zeki Amdouni à l'époque dans cette équipe-là. Est-ce qu'à cette époque-là, vous doutiez que c'était un joueur qui puisse jouer de la Champions League avec Benfica, qui puisse jouer en Premier League avec Burnley? Moi j'ai déjà répondu il n'y a pas longtemps sur les antennes, je vais laisser William répondre. On voit qu'il a de la qualité, technique surtout. Après c'est difficile de se projeter, d'imaginer un joueur à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il avait de la qualité pour, en tout cas pour jouer au-dessus. On continue avec le quiz. On passe à Jérémy. Ok. Ça va être très facile pour toi, tu verras. Avec qui William Le Pogam a-t-il joué? Hugo Lloris, Alphonse Areola, Mike Maignan.
Alors, sachant que William n'a pas joué en première équipe à Lyon, ça ne sera pas Lloris. Mike Maignan, formé au PSG, génération 95, pas comme lui. Donc c'est 93 et l'autre c'était Areola en équipe de France, moins de 16 ou moins de 17. Ouais, c'est juste. Et en plus, il se la pète. Hein. C'est incroyable. Mais non, Il se la pète. Non, mais il faut tout Pour montrer que c'est pas... C'est vrai, vrai, non, au bol. Alors que moi, oui. Allons-y, prochaine question. Bon, là, j'ai besoin de toute l'attention de ma production parce que j'ai préparé un truc parce que William est là et parce que Jérémy est là. Donc, la question est toujours la même. Avec qui William Le Pogam a-t-il joué? 1. Samuel Umtiti. 2. Walter Samuel. Ou 3. Allez, second poteau, Pavard. Non, bien joué la prod. Benjamin Pavard, pour leur faire plaisir, puisque, on le rappelle, français et moitié français. Mais il marque sur cette action ou pas? Je suis pas sûr. Ça, c'est la... Je crois pas. On s'en souvient. Hein, Alors, je vais dire Pavard. Tu dis Pavard? Ouais. Ok, c'est faux. Jérémy? Umtiti. C'est juste. Vous êtes cassé à faire un extrait audio et c'était pas ça la réponse. Exactement. Vous êtes super. Exactement. Merci. Exactement. 2-1 Jérémy, qui prend la main. Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Olivier Giroud. Bah, là, pareil, génération 93-93, équipe de France Varane. Raphaël Varane, bien joué. Attention Vincent, ça commence à se gâter. Hein. Oh là là. difficulté. Alors, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne. C'est facile. Ouais, c'est facile. Pense à l'âge des joueurs. Je vais dire Lucas Digne. Bien joué. Concurrent les deux. Il revient au score, Vincent. Jérémy, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Kylian Mbappé. Bon, Fekir en formation à Lyon. Hein. Totalement, ouais. Bien joué, Vincent, tu peux revenir. C'est la dernière question. Steven Nzonzi. Steven Lang. Allez, je le rajoute, Steven Lang. Non, mais le problème, c'est qu'il a joué avec lui, puis ça marche plus. Ouais. Paul Pogba, Kingsley Coman. Nzonzi. C'est faux. Mec, t'es bourré ou quoi? Jérémy, Mais arrête. Je t'en vais. Pogba. Paul Pogba. On va Ah ouais. récapituler C'était plus simple, tout en fait. ceci en images, évidemment, parce qu'on a besoin de voir les preuves en images. Déjà, on va voir un truc, c'est que, en fait, William, il avait découvert le Rhein Park très vite dans sa carrière. Parce qu'il joue au Rhein Park avec les jeunes de l'équipe de France. L'Euro, moins de 17, je crois. C'est fou, Ouais, c'est dingue, il y a le Rhein ouais. Park. Et donc, il y a Areola au but, il y a Samuel Umtiti qui est pratiquement tout à gauche à côté du gardien remplaçant. Il y a Paul Pogba qui est à côté de vous. Et puis, il y a Lucas Digne Yaya Sanogo. tout en bas à gauche. Et puis, j'ai une question, les gars. William n'a pas le droit de répondre parce qu'on a cherché tous les deux C'est vrai. le numéro 10 qui est à côté de Lucas Digne. Vous arrivez à vous souvenir de qui c'est? Mais il faut que je Je prenne vois plus pas, proche c'est de... trop loin. Moi, j'ai un Alors. écran au bout de la salle. Alors, Jérémy, allez, Jérémy. C'est Anthony Koura. Mais ouais, bien Bien joué, joué, bien bien joué, joué. ancien joueur de Lausanne. tout fait et casser, Roxana. j'ai tout Il casse tout. Et Il puis, est fort. j'ai une petite question aussi sur le numéro 17, là. C'est pas une sorte de clone de Vincent Candela un peu jeune, celui-là? Moi, je le trouve incroyable. C'est Vincent Candela. Non, mais il est incroyable. Il ressemble à Vincent Candela. Je dis pas que c'est lui. Mais je l'ai pas, lui. Il lui ressemble, il lui ressemble. Bref, Pogba, à l'époque, c'était déjà très fort, j'imagine, William. Ouais, c'était déjà un leader. Il avait déjà cette faculté à casser des lignes par la passe, par la conduite. Techniquement, pour sa taille, c'était incroyable. Il était au-dessus. On savait que lui était prédestiné à être en haut. Deuxième photo, avec sur celle-ci notre grand et beau Jérémy Frick à l'époque. Il y a Anthony Martial, il y a évidemment Fekir, il y a vous évidemment, William, tout à droite. Et puis là au milieu, c'est Clinton N'Jie. Qui a aussi joué à l'Olympique de Marseille. Mais tous ces gars ont pratiquement fait une carrière derrière. Totalement, c'est assez dingue. ouais. C'est assez dingue. Ouais. Pour ça, on a eu franchement de très belles générations où Lyon a réussi à chaque fois à sortir un certain nombre de joueurs. Pas forcément qui ont tous joué dans les grands clubs, mais je pense qu'ils ont tous plus ou moins fait leur carrière. Et c'est vrai que quand moi je regarde les images un peu avec mes amis d'enfance, etc., on se dit c'est incroyable parce que souvent quand t'es jeune, on dit ouais, il y en a 1 sur 100 qui sort. Sauf à Lyon. Ouais, Sauf à Lyon. Alors que là, tu avais des équipes où les mecs, tu les retrouvais plus tard au niveau. Donc je pense qu'après, c'est
peut-être pas toutes les générations, mais c'est vrai que... 93, 91, c'était fort. Ouais, nous, on a eu une belle génération. En tout cas, en France, on a été gâtés. Question d'un téléspectateur apparemment très bien renseigné. Ça fait quoi d'avoir vécu dans le même bâtiment que Jérémy Frick à Lyon? Voilà. Mon Dieu. Un calvaire. Ah ouais. Non, franchement, un régal au quotidien. Franchement, toujours de bonne humeur, ouais, toujours en train de faire le con. Super gars. Ça tombe bien parce que c'est lui qui a posé la question. Vous avez aussi joué avec Corentin Tolisso, Flo Thauvin, que vous mettez aussi parmi les joueurs les plus forts que vous avez affrontés, avec Dan Ndoye et avec Eden Chegrova. C'est ça. Ça, c'est votre top 3, votre top 4 des joueurs qui vous ont mis le plus en difficulté? Ouais, sur le moment où je les ai rencontrés, je pense que c'est ceux qui m'ont fait où j'ai vraiment eu le plus mal, où j'ai vraiment eu des difficultés. Zegrova, j'étais avec ensemble en coupe. Il était rentré. Il avait tourné le match. Vous n'avez pas pris un but tout à la fin? Si, Okafor. Il y a Okafor, qui fait la différence sur le couloir droit. Ouais. Mais sur une action, je pense, dès qu'il est rentré, peut-être les 2-3 premiers ballons, j'ai réussi à être assez près, à le stopper. Mais sur une action, il m'a envoyé. Ouais. Je suis parti dans le zag. C'était fort. Vous étiez déjà, par exemple, vous disiez qu'ils étaient trop forts pour être en Suisse à cette époque déjà? Zegrova, on voyait qu'il avait quelque chose de différent de ce qu'on peut retrouver des joueurs en Suisse. Après, de l'autre côté, il y avait Okafor. C'était aussi, c'était un autre registre, et beaucoup plus puissant, vitesse, très technique aussi. Mais c'est vrai que les deux joueurs, je pense qu'il n'y avait rien à dire. Je suis d'accord. Ouais. Okafor qui est d'ailleurs de retour à l'AC Milan. Il est parti, ouais. il a dit au revoir à tout le monde, salut, je vous oublierai jamais. On dit la part. Il a dit bye bye à son agent aussi. Ouais, non, mais c'est assez fou cette histoire. Il est de retour à Milan. Voilà. Fin de ce quiz, victoire de Jérémy. Merci pour la participation, Vincent. De rien, ouais. Merci d'être venu. Mais c'était bien essayé, Vincent. Bravo. On va passer à la suite. On va passer au débrief de la rencontre entre Bâle et Sion. Sion a perdu 4-1. On va aller au Parc Saint-Jacques avec Stéphane Amoruso, avec Alex Pache et avec Nouma Lavanchi. C'est à vous, messieurs. Oui, Dany, eh bien, après votre sympathique quiz sur William Le Poga, moi je vous propose de revenir ici au Parc Saint-Jacques où il y a eu ce match entre Bâle et le FC Sion. Je vous propose de le débriefer en compagnie du capitaine du FC Sion, Nouma Lavanchi. Merci d'être avec nous. Et puis de mon consultant Alex Pache. Nouma, voilà, 4-1, c'est une lourde défaite si on regarde le score. Une deuxième défaite après celle face à Grasshopper. Le début 2025, il est compliqué. Oui, c'est clair qu'on ne voulait pas commencer par 2 défaites de suite. Mais voilà, c'est passé. Je pense qu'on a fait 40 bonnes minutes aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi. Je pense que Bâle était beaucoup plus clinique dans ses occasions. Et puis après, je pense que le momentum a changé de côté dès qu'ils ont marqué le 1-1. Ils sont venus en deuxième mi-temps encore nous presser. Et malheureusement, on prend le but un peu trop rapidement. Et je pense qu'à la différence du FC Bâle, nous on n'a pas réussi à marquer. Je pense qu'on a 2 jolies occasions droit derrière pour mettre le 2-2 et on ne les met pas. Et à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué. Et voilà, je pense que 4 ans c'est sévère, mais au final c'est mérité pour le FC Bâle qui a poussé, qui a mis la pression et puis qui a été beaucoup plus clinique, comme je l'ai dit. Oui, Alex, il l'a dit, Nouma, le 1-1, il a quand même tout changé dans ce match. Ouais, on a senti que vous ne saviez pas su vraiment comment réagir après le 1-1, comment il fallait se positionner. Est-ce qu'on va aller chercher le 2-1 ou est-ce qu'on essaye de rester solide derrière comme vous l'avez été après le 1-0? Parce que globalement, vous n'avez pas beaucoup subi, vous n'avez pas concédé beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu le 1-1, on ne savait pas trop... vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Ouais, je pense qu'on souffre un petit peu nos débuts de deuxième mi-temps depuis notre retour en Super League. Je pense que c'est quelque chose qui nous handicape pas mal. On a de la peine au retour des vestiaires, difficilement explicable, mais encore une fois, on prend le but trop tôt. Et je pense que c'est un tournant, le 2-1 est un tournant parce que voilà, on sait qu'on défend bien et on sait qu'on est une équipe qui a quand même pas mal de qualité en contre. On l'a vu en première mi-temps, je pense qu'on les a mis en difficulté, même sur 2-3 sorties de balle, on a été intéressant. Mais voilà, je pense que le 1-1 et le 2-1 tombent dans des moments clés et puis ça n'a pas été à notre avantage ce soir.
Alors je sais que c'est jamais facile de répondre à ces questions-là, mais vous le dites, il y a un problème en deuxième mi-temps. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour essayer d'améliorer ça? Est-ce qu'il y a déjà des pistes évoquées par votre entraîneur, par exemple? Non, c'est bon, non, je ne sais pas, j'ai pas la solution miracle, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer. Je pense qu'on montre des choses intéressantes. On fait, comme j'ai dit, 40 bonnes minutes et notre deuxième mi-temps, elle est un petit peu faussée aussi par ce but qu'on prend tôt. Après, on se désorganise un petit peu. On se crée ces deux occasions dont je parlais avant et on ne les met pas au fond, ce qui voilà, rend une deuxième mi-temps un petit peu avec un sentiment un petit peu mitigé, comme si on avait entre guillemets pris l'eau, alors que c'est pas le cas. Je pense qu'on n'a pas pris l'eau, on a juste eu de la peine à trouver des solutions, à retrouver notre organisation après le 2-1. Et voilà, je pense qu'il faut retrouver un petit peu ça. Je pense que c'est un match, c'est un deuxième match. Enfin, on a repris la semaine passée, il y a des dynamiques à recréer. On a fait un bon premier tour et maintenant à nous de repartir pour faire un deuxième tour comme le premier. Mais je pense que les dynamiques, elles se créent au fur et à mesure des matchs. On va aller à Lugano, on sait qu'on a une grosse série devant nous, mais on a prouvé qu'on est capable de battre tout le monde. Donc on va continuer à s'accrocher et voilà, essayer de corriger un petit peu ces petits détails, être encore plus clinique, comme je l'ai dit, devant le but, parce que la différence, elle se joue là. Je pense que si on met le 2-2, voilà, après on reprend confiance, ça change tout, donc on va continuer à bosser. Ouais, il l'a dit, Alex, hein, Numa, le calendrier qui arrive, c'est vraiment un très très gros calendrier. Alors il faut jouer tout le monde, c'est clair, mais après 2 défaites, aller à Lugano et ensuite il y a encore Ribé, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais comme j'ai dit aussi pendant le match, la période difficile qu'ils ont vécue au premier tour, ils ont réussi à la surmonter sans trop de problèmes. Je pense qu'il y a des bases qui sont très stables. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais il ne faut pas, à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de paniquer pour le FC Sion. Non, absolument pas. Et c'est ce que je voulais dire aussi par là, c'est que ce résultat, et cette deuxième mi-temps, elle est vraiment particulière parce que, comme j'ai dit, on a l'impression que voilà, ça a parti dans tous les sens et c'était le cas. Je pense qu'on a peiné à retrouver notre organisation, mais je pense que ça traduit aussi de la volonté de tout le monde de bien faire. Je pense qu'on a vu que tout le monde essayait de voilà, faire quelque chose pour aider l'équipe, mais peut-être qu'on l'a pas fait en équipe justement. Donc non, aucune raison de paniquer. Je pense que voilà, on voulait certainement pas commencer par 2 défaites en 2025. C'est arrivé, mais ce que tu as dit est très juste. On est sorti d'une mauvaise passe de plusieurs matchs sans victoire au travail, en reniant jamais nos principes. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on les a reniés. Je pense que simplement, ça s'est joué à pas grand-chose, à des détails. Et c'est aussi là où on doit être plus mature. Je pense que le FC Bâle nous a donné une leçon de maturité et de calme un petit peu. Je pense qu'ils ont été tranquilles dans leur situation, dans leur temps faible, et ils ont enfoncé le clou dans leur temps fort, ce qu'on n'a pas réussi à faire. En tous les cas, merci beaucoup Numa Lavanchy d'être venu à notre micro pour débriefer ce match face à Bâle. Merci Alex et puis Dany, ben voilà, on vous rend la parole avec tes invités pour la suite du match après match. Merci beaucoup Stéphane. Numa Lavanchy, capitaine du FC Sion, nouveau capitaine du FC Sion. Il avait déjà été capitaine de Getse à l'époque où Pierluigi Tami était le coach de cette équipe-là. C'est pour moi le choix le plus logique après le départ de Joël Schmidt. Si Reto de Ziegler n'est pas sur le terrain, c'est évident. Qui d'autre que Numa? Déjà, ce n'est pas un choix par défaut, parce que rien que par son expérience, par son exemplarité, par sa débauche d'énergie, puis par sa qualité tout simplement, il a tout pour faire un bon capitaine. C'est ton gars sûr, en fait, Numa Lavanchy. Numa, c'est, je pense, un des premiers noms sur la feuille de match. Tu sais qu'il va tout donner à tous les matchs. Il n'y a pas tellement de raisons. Et puis, il est là depuis très longtemps. Il a fait la promotion. C'est un gars qui a de l'expérience. Enfin, il joue toutes les minutes. Ouais. C'est assez logique. Puis on parle souvent d'Ilias Chouaref quand on évoque Sion. Mais il y a un joueur dont on parle pas tant que ça, ou pas assez à mon avis, c'est Théo Berdayes qui a marqué le seul but de Sion aujourd'hui, mais il reste sur plusieurs buts sur ses derniers matchs. Il y a des passes de goal aussi, puis il y a un geste qui t'a particulièrement plu, Jérémy, ce sera, on le verra tout à l'heure, parce que d'abord il y a le but, mais il y a ce sprint
quand il faut aller chercher ce ballon, comme il s'arrache, quoi. Complètement. On a beaucoup parlé en début de saison et même l'année passée de la mentalité sédunoise, le fait qu'il y avait un nouveau cycle avec des joueurs peut-être un peu plus travailleurs, plus humbles et moins de starlets du côté sédunois. Et lui, moi, je trouve c'est le symbole de ce FC Sion-là, qui est peut-être pas le plus fort du championnat, mais par contre qui a des vraies valeurs, qui bosse. Et là, c'est Berdaïez de son poste de numéro 10 qui fait 70 mètres en sprint pour venir couper court à la contre-attaque d'Anton Cadet, alors que Cadet va très très vite aussi. Hein. Et ça, quand ton numéro 10 fait un effort de 70 mètres à, j'imagine, quasiment 30 km/h, voire plus, parce qu'il va vite, ça donne le temps pour tout le reste de l'équipe. Et c'est un mec que déjà Yverdon, tu as joué avec, qui avait la bonne mentalité. Je discute souvent avec Nouma Lavanchi par rapport à son intelligence de jeu, parce qu'il jouait souvent devant Nouma sur le côté droite à l'époque, et il me disait que du bien par rapport à lui. Joueur propre techniquement, bon état d'esprit, intelligent. Et moi, ce qu'il fait là, sur cette intervention-là, ça m'a fait me lever de ma chaise plus que son but encore. Et ce repositionnement-là, derrière les attaquants, en numéro 10, c'est assez intéressant. Ouais, après, je pense qu'il est formé plus ou moins à ce poste-là. Hein. C'est vrai que chez nous, on le mettait sur le côté. Il n'était pas forcément à l'aise. Après, pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit Jérém, s'il rajoute ça à son jeu, c'est un joueur parce pour moi, il a quasiment tout. Hein. C'est un joueur super, comme il a dit, il est grand, intelligent, il est rapide. Et il a lesté techniquement. Et si en plus il commence à faire les efforts, à s'arracher, ça va être un joueur à vraiment surveiller parce qu'il est encore tout jeune. Mais ouais, moi je pense que son poste, il est axial. Je pense que pour le très haut niveau, excuse-moi Dani, s'il va aller vraiment au très haut niveau, il manque peut-être un peu de percussion pour jouer vraiment ailier, à mon avis. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On était à une époque. Enfin, moi, je trouve que déjà, il a très bien fait de rester encore en Challenge League parce qu'il est monté avec Yverdon en Super League. Il y a eu cette frustration de devoir rester en Challenge League, remonter une nouvelle fois avec Sion. Je ne sais pas si ça t'arrive quand tu commentes les matchs, mais à une époque, quand tu avais Théo Berdaïez qui touchait le ballon, par moment, tu pouvais vite baisser tes yeux sur ta fiche pour aller chercher peut-être vite une info. Aujourd'hui, quand Théo Berdaïez a le ballon, tu dis ouais, il peut se passer quelque chose. Non, mais moi, je le fais jamais. Toi, tu regardes jamais. Tout est dans ta tête. Complètement. Non, Théo Berdaïez, qu'est-ce que je peux rajouter? Tout ce qu'ils ont dit est très vrai. C'est un joueur qui est bourré de qualité. S'il met en plus l'implication et les efforts, c'est un joueur top niveau. C'est tout. Allez, on passe à Lausanne alors, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi, j'avais un truc sur Sion, rapidement. Par rapport à ce match aujourd'hui, le résultat, il peut paraître sévère si tu regardes le télétexte ou Blue News, évidemment. Tu vois le résultat, tu te dis, c'était sévère, quoi. Et en fait, non, malheureusement pas pour Sion, c'était pas sévère. C'est juste que Bâle, aujourd'hui, factuellement, était meilleur, un peu dans tous les domaines de jeu. Et puis de temps en temps, tu tombes sur une équipe qui est meilleure que toi et tu prends ce score-là et tu perds, quoi. Et ils ont si Bâle a un peu de réussite, il y a des buts qui tombent, quoi. Non, puis il faudra qu'on en parle de Bâle, évidemment, dans un prochain épisode de Match après match, parce que ça vaut plus qu'une minute ou une minute 30 de débat, mais il y a largement... Le duo Shaqiri-Kevin Carlos, par exemple. Ouais. Non, mais plein de choses. C'est au programme. Il faudra qu'on leur laisse bien 10-15 minutes à ces Bâlois pour en discuter. Lausanne, qui a perdu à Saint-Gall sur score de 3-2, dans des circonstances difficiles, parce qu'il y a eu ce carton rouge très vite. Très vite. Il y a eu ce carton rouge dans le match, Sceaux qui est expulsé. C'est une question ce match, c'est juste... Tu as des événements, et tous les événements, ils ont tourné en défaveur du Lausanne Sport. Et l'expulsion de Sceaux, Dussen, il est aussi au duel, mais clairement, il empêche une vraie action de but, donc rouge, qui est légitime. L'erreur de Letizia, il ne doit jamais la faire, mais il perd son appui, il essaie de se rattraper comme il peut et prend ce but un peu gag. Sur le but finalement, c'est Noé Dussen qui se fait un petit peu avoir alors qu'il gagne 9 duels sur 10 habituellement. Ouais, c'est tous les petits événements charnières, ils ont tourné en défaveur de Lausanne et ça donne ce résultat-là. Je ne suis pas spécialement inquiet pour Lausanne malgré cette défaite à 5. Moi non plus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des matchs comme ça de temps en temps. On a beau mettre les ingrédients. Il y a, comme tu l'as dit, des faits de jeu, des faits de match qui font que c'est compliqué de ramener plus qu'un point ou 3 points. Et c'est vrai que forcément, la lecture du match avec le carton rouge de Sceaux, elle est un petit peu biaisée. Ouais. Alors, moi, je vous suis totalement, mais vous allez voir, on va écouter Ludovic Magnin, qui est bien plus critique par rapport à cette rencontre, par rapport à son équipe à la fin de cette rencontre. On écoute et puis on en parle après.
Vous vous inclinez aujourd'hui à Saint-Gall. Il y a eu tellement d'épisodes en votre défaveur qu'on a du mal sincèrement à reprocher quelque chose à Lausanne aujourd'hui. Bah, vous êtes gentil. Moi, je reproche la première mi-temps, l'entrée de match qu'on a fait. On n'était pas dans les duels, un temps de retard. J'ai senti un manque d'énergie dans l'équipe aujourd'hui. Après, oui, il y a des faits de jeu, beaucoup de faits de jeu, beaucoup de 50-50 où on ne voit pas la même chose. Mais encore une fois, à la fin, on a quand même 3 ou 4 occasions nettes de marquer le 3-3. On ne les marque pas, mais aujourd'hui, on ne méritait pas de prendre un point. Je sais que ça va être dur pour Lausanne quand on vous voit à 10 à la demi-heure, mais vous marquez quand même ce but en début de deuxième mi-temps. Après, qu'est-ce qui manque pour résister un peu plus? Peut-être que le but est tombé un peu tôt. Mais les deux fois en fait. En première mi-temps déjà le 1 on tombe assez vite derrière. Et après le 2-1 de nouveau. Et après quand on est bien en place, c'est clair qu'on allait souffrir même à 11 contre 11. On savait qu'on allait souffrir. Alors à 11 contre 10, ça allait être dur. Mais voilà, regardez les buts qu'on prend. Chacun a été un peu de son erreur individuelle aujourd'hui. Et puis les petits pourcents de réussite qu'on a eu jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ils n'étaient pas de notre côté. On va pas s'enflammer, on va pas s'énerver ce soir. On va apprendre ce qu'on n'a pas bien fait et on va essayer de faire un bon match la semaine prochaine. Parce qu'on a entendu les joueurs de Saint-Gall qui faisaient pas mal d'autocritique. Ils disaient qu'ils avaient beaucoup souffert face à Lausanne. C'est quand même positif. Votre équipe, elle a montré de la personnalité aujourd'hui à 10 en déplacement, malgré les circonstances atténuantes. Oui, bon, personnalité, caractère, volontiers. Mais techniquement, on a fait énormément d'erreurs techniques. On a perdu des ballons sur des contrôles, sur des passes de 3-4 mètres. Alors, c'est bien si l'adversaire parle comme ça de nous. Mais à la fin, c'est mon analyse et l'analyse du staff qui va compter et pas celle des joueurs saint-gallois. Comptablement, cette reprise de l'année avec seulement 1 point sur 6 par rapport à comme vous aviez fini, mais il y a un pas en arrière qui a été fait. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça change quelque chose pour la suite? Il faut toujours analyser la manière dont on a fait ces points. Je pense que la semaine passée, on devait faire 3 points, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il y avait 1 point, on pouvait le faire, on ne l'a pas fait. Donc, en fait, on a loupé déjà 3 points. Donc, je pense que c'est plutôt 4 points qu'on aurait dû faire. Si on regarde la physionomie des matchs, on n'en a qu'un. Eh ben, il n'y a pas de problème. On a l'habitude de partir chaque fois mal avec le Lausanne Sport. Voilà, c'est dit. C'est, je trouve, assez sévère, mais en même temps, tu disais, Jérémy, en l'écoutant qu'il y a l'exigence, le niveau d'exigence qui est plus élevé. Son équipe a mis le curseur tellement haut sur la fin du premier tour que forcément, le degré d'exigence augmente, surtout qu'ils veulent officiellement, publiquement, ils l'ont dit, rester dans le top 6. Et vu la fin de championnat qu'ils ont fait en 2024, même pourquoi pas aller chercher un petit peu plus. Donc c'est bien, l'exigence elle a augmenté. Je pense que faire une prestation comme ça en début de championnat passé, je pense qu'il aurait peut-être eu un discours un petit peu plus rassurant, un petit peu plus calme, un petit peu plus compréhensif vis-à-vis de ses joueurs. Mais là, sur les bases qu'ils nous ont montrées, c'est bien, l'exigence a augmenté. Il vient à l'interview, peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps de piquer ses joueurs, donc il les pique un peu à l'interview. Non mais c'est vrai, il y a un peu de ça. C'est les leviers. Exactement, c'est des leviers pour que le message y passe. Pas oublier aussi qu'ils vont à Saint-Gall, une équipe qui a eu des résultats plutôt mauvais sur le premier tour, enfin sur le tour d'automne, mais il y avait la Coupe d'Europe, ils devaient s'habituer. Le rythme, l'enchaînement des matchs leur a coûté très cher. Attention à Saint-Gall parce que je pense que c'est une équipe qui peut vraiment monter en puissance. En début de saison, c'était très très fort. Rebels, c'était en méga forme, Makolo aussi. C'est des mecs qui peuvent revenir et avec Thomas derrière. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe, quoi. Baldé, un retour risqué au LS pour vous? C'est une question pour toi, Gérard. Alors risqué pour qui? Pour le LS, pour le LS, c'est tout bénef. S'il arrive à retrouver le niveau, le rythme qu'il avait en partant à l'OGC Nice, c'est top. Par contre, il arrive dans un contexte où le LS est nettement plus performant, où il a beaucoup plus de concurrence peut-être qu'à l'époque où il était parti, où c'était vraiment l'élément déclencheur et le joueur, le facteur X qui faisait des différences. Là, maintenant, il va falloir aller chercher une place face au Diabaté, face au Teddy Oku, face potentiellement à d'autres joueurs aussi qui sont très en forme. Mais tu les fais respirer aussi, en quelque sorte. Maintenant que tu as un Baldé, tu peux faire respirer un Diabaté. Tu peux faire sortir un Oku avant la fin d'un match, ce qui était pas impossible avant, mais moins facilement faisable. C'est aussi important, ça, de pouvoir faire respirer ces joueurs. Bien sûr, c'est une richesse. C'est une richesse et... Pour rebondir un peu ce qu'on a dit à propos de Servette, aujourd'hui, je pense à Servette, il leur manque ça. Un vrai bon contingent. Ils ont des super jeunes. Mais pour les objectifs du club, ils ne sont pas encore prêts à y répondre. Que Lausanne, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Ils ont une super équipe. Après, pour revenir sur ce match, vaut mieux que ça leur arrive sur ce match. Carton rouge, peut-être des erreurs de leur part. Mais au moins, voilà, c'est passé...
et ils seront de nouveau là pour le prochain. Mais c'est sûr que quand on voit leur contingent, là surtout, je crois que d'ici 1 semaine, 2 semaines, on a une semaine anglaise. Franchement, pour un coach, c'est la semaine suivante. C'est top, surtout qu'ils ont plus ou moins, en tout cas sur les côtés, plus ou moins le même profil de joueur, percutant, rapide. Et quand on enchaîne les matchs et que les latéraux, nous, on doit les répéter, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile. Donc non, c'est vraiment une richesse. En plus, il arrive à mettre du Lausanne et du Servette dans une réponse de Lausanne. C'est fort. Il a fait tous les clubs aussi. Hein. Seulement 2 défaites sur les 12 derniers matchs. Voilà, faut pas s'alarmer. Les supporters qui sont sur YouTube nous disent qu'ils sont pas inquiets. Ouais, mais il y a 1 point en 2 matchs. Ok, on pourrait se dire attention, mais il faut aussi voir dans quel contexte, le contenu aussi. Et finalement, Lausanne a produit du contenu. Aujourd'hui, il y a des occasions. Alors oui, elles vont pas tout au fond, mais il y a des occasions. Il y a du jeu. J'ai trouvé un meilleur Sanchez, pas sur tout le match, mais quand même un meilleur Alvin Sanchez que lors du match d'ouverture de cette reprise. C'était contre. Pardon, j'ai un immense blanc. La semaine dernière. Non, Lucerne à la Tuilière. Merci. C'est juste Oui. Sanchez a été meilleur aujourd'hui contre Saint-Gall qu'il a été contre Lucerne. Donc il y a un petit côté rassurant parce que les gens pouvaient se dire ah mais c'est parce qu'il va partir et il veut pas se blesser ou alors il en fait trop. Et non, je l'ai trouvé meilleur aujourd'hui. Jérémy a dit il y a trop de matchs. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de matchs. Ce sera mercredi. 18 matchs en simultané. Il y aura notamment Stuttgart, PSG. On n'a pas eu le temps d'en parler pas seulement parce qu'ils sont très intéressants, mais tout simplement parce que le temps passe très très vite. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode. William, merci infiniment. Bon retour chez vous. Merci à vous d'avoir participé. Vous êtes des chefs comme d'habitude. On se revoit très très bientôt. Ciao.